Bonjour, merci de nous retrouver ici à Ouchy pour ce salon de l'immobilier avec cette conférence sur les coopératives d'habitation. Je vous propose la première présentation avec Pascal Magnin, secrétaire général de l'Association suisse pour l'habitat, section romande. C'est à vous. Oui, madame, monsieur, bonjour. Je vous remercie beaucoup de votre présence parmi nous cet après-midi pour ce sujet sur les coopératives d'habitation. Je remercie certaines personnalités que je nommerai pas. Il y a beaucoup de syndics, de conseillers et conseillères communales qui sont là, chefs de service du logement, de certaines collectivités publiques. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vais tout d'abord vous parler de notre association qui est l'organe fêtier des coopératives d'habitation. Donc, qui nous sommes? L'Association suisse pour l'habitat, comme je viens de le dire, est l'organisation fêtière des maîtres d'ouvrage d'utilité publique qui a été fondée en 1919, donc ça ne date pas d'hier. Elle comporte 9 sections ou régions à travers la Suisse, dont la section romande qui est la deuxième section la plus importante de Suisse. Comme vous le voyez un petit peu plus bas dans le slide, nous avons 20 000 logements en Suisse romande pour environ 230 membres. Au niveau de la Confédération, sur l'ensemble du territoire, ça représente 140 000 logements pour les 9 sections. Et l'Association suisse pour l'habitat, nous sommes liés par un mandat de prestation avec la Confédération. Mandat de prestation qui permet à notre organisation d'octroyer des prêts à intérêt favorable aux maîtres d'ouvrage d'utilité publique, principalement aux coopératives, ainsi que des cautions et des arrière-cautions de la Confédération. Alors, quels sont les types de maîtres d'ouvrage d'utilité publique? Parce que souvent on me dit que maître d'ouvrage d'utilité publique est un terme un peu barbare. Alors, les maîtres d'ouvrage d'utilité publique sont ce pourquoi vous êtes là cet après-midi. Tout d'abord, les sociétés coopératives d'habitation qui ont 4 critères principaux. C'est un modèle participatif et démocratique. Un membre égale une voix à l'Assemblée générale. Le locataire généralement est coopérateur, c'est-à-dire que le locataire a des parts sociales dans la coopérative et a le droit de vote à l'Assemblée générale pour la gestion de la coopérative. La responsabilité personnelle est limitée. Et puis nous avons aussi comme membres des fondations de droit public ou privé, ainsi que d'autres cas un peu particuliers, les SA, les SARL et les sociétés immobilières à but non lucratif. Ça, c'est un élément très important que vous devez retenir pour faire partie de l'Association suisse pour l'habitat et bénéficier des fonds de la Confédération. Le principe est le loyer couvrant les charges, c'est-à-dire sans but lucratif. Il n'y a pas de spéculation. La notion est définie par la loi fédérale sur le logement. Donc, comme nous avons un mandat de prestation avec la Confédération, nous travaillons avec les bases légales fédérales, qui est la LOG, la loi sur le logement, et puis nous devons respecter des critères, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage d'utilité publique ne poursuit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de but lucratif. Le loyer doit couvrir les charges sans élément de rendement. On vise la pérennité des buts, excusez-moi, et on doit respecter la charte des maîtres d'ouvrage d'utilité publique. Les exigences légales, on va les survoler rapidement parce que c'est toujours un petit peu rébarbatif, c'est l'exclusion explicite de la recherche de bénéfices, sans but lucratif, le loyer fondé sur les coûts, je l'ai déjà dit, la limitation des intérêts sur les parts sociales, on ne peut pas donner des intérêts exceptionnels sur des parts sociales pour une société sans but lucratif, l'interdiction de verser des tantièmes, l'organe de contrôle doit être reconnu par la Confédération, la tenue des comptes doit être conforme à la loi, l'excédent de liquidation en cas de dissolution de la coopérative d'habitation doit être remise soit à une collectivité publique, soit à la Confédération, soit à un organisme qui poursuit le même but, c'est-à-dire à une autre coopérative d'habitation. Et les modifications des statuts de la coopérative, statut très important puisque c'est ce qui verrouille tout le corps de l'entreprise en fait, qui permet de faire des choses ou de ne pas les faire, ce sont les statuts qu'ils décident et ces statuts doivent être soumis à notre association ainsi qu'à l'Office fédéral du logement. Donc comme vous le voyez, il y a quand même quelques exigences. Vous pensez bien que la Confédération, les cantons aussi, pour ceux qui ont ce type de base légale, ne vilipendent pas les deniers publics sans verrouiller quand même quelque part des bases légales en obligeant nos membres à avoir un statut relativement, je dirais, important. Je vais vous montrer la répartition des logements par canton. C'est des graphiques toujours intéressants. Donc, quand je parle de logement, je ne parle pas de logement de marché libre, je parle des logements d'utilité publique. Alors, le canton de Vaud est premier de classe en Suisse romande, 11 746 logements. Ensuite, Genève, 5 829.
Neuchâtel 1224, Fribourg 1110, Valais 624, Jura 518 et le Jura bernois, la partie francophone du canton de Berne, 85 logements. Les parts de marché en Suisse, on constate que le marché en location, donc le marché libre, représente environ 57%. Le logement en propriété, c'est-à-dire la PPE, la propriété par étage, représente bientôt 35% en Suisse, ce qui est également pas forcément notre trend, mais qui est très intéressant parce que la Suisse était jusqu'à aujourd'hui un peuple de locataires et on voit qu'avec les taux d'intérêt relativement bas maintenant, on acquiert la propriété plus facilement. Et puis les logements d'utilité publique, alors là sont également contenus les fondations et les sociétés immobilières à but non lucratif, pas que les coopératives, 8,8%. À titre d'exemple, Zurich, par exemple, comporte 20% de logements d'utilité publique. Et bien, ma foi, il faut se rendre à l'évidence. Les Zurichois ont vu tout juste. Ils ont comparé le revenu moyen des ménages et ils se sont rendus compte que le revenu moyen des ménages en Suisse n'était pas ce qu'on voit forcément ou ce qu'on pense. Ils sont relativement faibles. Par conséquent, les logements sur le marché libre sont parfois très difficiles pour toute une frange de la population. L'accession au logement est très délicat. Donc, le but pour nous, c'est d'augmenter ce pourcentage de logements d'utilité publique. On va juste survoler un petit peu la loi fédérale encouragement de logement sans entrer trop dans les détails, de façon à ce que ça ne vous endorme pas, une base légale. La Confédération offre aujourd'hui des aides à la pierre. Auparavant, sous l'ancienne loi fédérale qui s'appelait LCAP, il y avait des subventions dites à la personne, la fameuse subvention de loyer que les responsables de canton ici connaissent bien, c'est-à-dire que les ménages subventionnés touchaient une subvention pour autant que leur revenu annuel soit de moins de 50 000 francs. Aujourd'hui, la nouvelle loi fédérale exclut les aides individuelles, car ce sont des prestations qui coûtent extrêmement cher aux collectivités publiques. Ils en ont fait une aide à la pierre, c'est-à-dire c'est un soutien aux organismes fêtiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à la SH, par les prêts du fonds de roulement à intérêt très favorable. On est aujourd'hui à 1,5% par exemple pour les prêts du fonds de roulement, ainsi que par le truchement de la centrale d'émission pour la construction de logements de la Confédération. La Confédération offre également au travers de cette loi des prêts indirects à taux préférentiel ainsi que des cautionnements ou arrière-cautionnements pour pouvoir venir, je dirais, aider les banques parfois à faire le pas sur la construction d'un logement d'utilité publique. Avec la caution de la Confédération, on arrive souvent à ce que les banquiers puissent octroyer le crédit de construction, mais M. Torion pourra nous en parler tout à l'heure, puisqu'on a un banquier qui est parmi nous. La répartition des charges, le facteur des coûts, c'est aussi un élément important. Un exemple de loyer de la loi fédérale sans frais accessoires. On voit que l'amortissement représente à peu près 20% d'un projet, ce qui est tout à fait normal. Les frais financiers représentent 62%. Donc, on constate déjà au travers de ce chiffre que, en étant membre de l'Association suisse pour l'habitat, le fameux 80%, les chiffres sont têtus, quand on achète un objet, pour autant qu'on ne s'appelle pas M. Bertarelli, qui, j'imagine, n'a pas besoin de prêt bancaire, eh bien, on vous demande 20% de fonds propres pour construire sa villa. Les frais financiers d'une coopérative sont en moyenne de 62%. Ensuite, on a des frais administratifs et l'entretien et la rénovation est à peu près de 12%. Si on prend un exemple d'un loyer qui couvre les coûts, c'est un exemple de logement neuf, construit récemment à Lausanne. Il s'agit des immeubles chemin de Maillefer 109. Donc c'est le plan de loyer de la Société coopérative d'habitation de Lausanne, dont le directeur, M. Bernard Virchaud, est parmi nous. Il s'exprimera tout à l'heure. Il m'a permis, et je le remercie d'utiliser un de ces slides. Pour vous illustrer, on voit que pour un 4 pièces, par exemple, de 100 mètres carrés, le loyer mensuel net pour du neuf est de 1 660 francs, des charges mensuelles avec Minergie aujourd'hui à peu près 100 francs. Donc, nous avons à Lausanne un 4 pièces et demi pour 1 760 francs net, ce qui correspond à peu près à un loyer de 15 à 20% en dessous des prix du marché libre. Alors, comment on y arrive? Il y a les instruments financiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a également la notion du droit de superficie qui est évidemment déterminante. Lorsque les collectivités publiques louent le terrain, c'est-à-dire octroient un droit de superficie sur un terrain, eh bien la coopérative, au départ, par définition, n'a pas cette manne financière à investir, et c'est souvent ce qui grève un petit peu les loyers aussi et qui augmente le prix des loyers dans certaines communes où les prix de terrain sont très chers. En ayant un droit de superficie,
on peut abaisser d'autant le coût des loyers. Donc le superficient confère au superficiaire un droit de jouissance de la parcelle d'une durée déterminée. Il loue son terrain. Donc c'est un droit distinct selon le Code civil. Et puis la rente, c'est la valeur du terrain, le taux d'intérêt, l'indemnité et l'adaptation de la rente que la collectivité publique calcule et donne un certain pourcentage sur le terrain annuellement que la coopérative payera sur 70 ou 90 ans selon les communes. Voilà. Quels sont rapidement les avantages réciproques du DDP? Pour les collectivités publiques, c'est stimuler la construction de logements à loyer modéré ou contrôlé afin d'avoir une mixité sociale sur leur territoire communal. Le maintien du patrimoine public, étant donné que le terrain n'est pas vendu, il reste en main des collectivités publiques à l'issue du droit de superficie. La maîtrise des opinions politiques en matière de logement, de foncier, social et d'écologie, ainsi que l'utilisation réduite de ressources publiques, puisque le terrain appartient toujours à la collectivité publique, mais ce n'est pas la commune qui va payer la construction pour obtenir du logement à loyer modéré. Pour les maîtres d'ouvrage d'utilité publique, la réduction de l'investissement de départ, j'en parlais tout à l'heure, l'accès privilégié aux fonciers publics, qui sont souvent des très bonnes zones à bâtir, l'intégration au processus de développement de périmètres à valoriser, et puis un dernier élément, c'est le partenariat privilégié avec ces communes qui s'inscrit dans la durée et qui peut être pérennisé. Alors, les sociétés coopératives d'habitation, est-ce que ce sont des cas sociaux qui habitent dans les coopératives d'habitation? Certaines communes nous posent toujours la question « Oui, mais on ne veut pas de cas sociaux chez nous, en termes d'impôts, ça ne nous rapporte rien, ce sont des mauvais contribuables. » Non, rassurez-vous, la mise à disposition des logements sont destinés à des groupes spécifiques, mais à toutes les classes, mais principalement aux classes moyennes et ouvrières, aux familles à revenus modestes, aux personnes âgées et aux étudiants, mais rien n'empêche un comité de coopérative qui est parfaitement autonome dans le choix de ses locataires d'avoir dans un immeuble des gens qui ont un certain revenu. Alors le choix du locataire, comme je vous le dis, est du ressort de la direction de la société coopérative, et puis le locataire peut être subventionné selon la commune, selon le canton dans lequel il se trouve. Voilà, les conclusions brièvement, on peut dire que la coopérative d'habitation, par le truchement de l'ASH, ça permet de consolider le partenariat entre le privé et le public. Ça valorise également un esprit d'initiative, parce que la coopérative a une philosophie d'initiative et de social. Ça crée des synergies entre les cantons et la Confédération. Et puis, il y a toutes sortes d'éléments, comme par exemple de permettre l'accès aux aides financières de la Confédération, je l'ai déjà dit plusieurs fois, avec des prêts à intérêt avantageux. C'est de proposer un choix de prestations, de conseils et de coaching, ce que toute association fait. Si on prend l'USPI, si on prend la Chambre vaudoise ou la Chambre de Châtelloise immobilière, eh bien, vous avez des conseils qui sont gratuits en tant que membre pour pouvoir gérer votre coopérative. Et puis, au travers de l'application d'exigences, c'est veiller au bien-être des habitants, premièrement, parce que c'est les locataires qui comptent en priorité, c'est de veiller à la mixité sociale et de respecter l'environnement. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai été très rapide parce qu'on a peu de temps pour faire nos présentations. Nous répondrons à vos questions volontiers tout à l'heure dans le débat. Je vous remercie de votre attention. Merci.